Bonjour, c'est Philippe-Alexandre Eboa et vous êtes sur Phase B. La face B, la face B. Très content de vous recevoir aujourd'hui sur ce nouveau podcast, nouveau format. Je suis Adrien et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Goulam Jaffar. Merci de me recevoir, Adrien. Je suis ravi de prendre de ce côté-là ta place et passer de l'autre côté de la caméra, même si on est devant, et avoir un invité auquel je vais poser des questions pour essayer de trouver un peu l'envers du décor et la phase B de cette émission. Parce que le concept, chers amis, c'est très simple. On reçoit aujourd'hui des dirigeants. Et aux côtés de Goulam, on va poser des questions à Philax, qui a plusieurs casquettes. Notamment, il en a une en ce moment même. Voilà. Mais pas que. Ce qu'on s'est dit, clairement, le pitch, c'est que diriger, être un patron, c'est une posture qui est tantôt convoitée, tantôt critiquée, tantôt admirée. Mais on se pose rarement la question de savoir qu'est-ce qui se passe et quel est le regard que peut avoir le dirigeant de par les décisions qu'il doit prendre, de par les effets directs et indirects. Et en fait, on a un ensemble de petites questions, mais surtout des anecdotes croustillantes à vous partager. Donc restez avec nous, abonnez-vous et surtout, on a hâte d'entendre ton parcours. Philax, est-ce que tu peux nous parler des différentes casquettes que tu as, s'il te plaît ? Alors, elles sont nombreuses, tu l'as dit, ça commence par ce qui, on va dire, fait vivre, à savoir directeur général du Lille Group à La Réunion. Le Lille Group, c'est BMW et Mini sur la partie automobile. C'est Lille Distribution sur la partie des spiritueux avec Johnny Walker, Tanqueray et autres marques dans ce secteur. C'est Lille Premium Location pour les locations haut de gamme. Et c'est des mandats, puisque ça fait bientôt 4 ans que je suis président du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion. Donc c'est un syndicat patronal. C'est le plus vieux syndicat patronal réunionnais. Okay. Il fête cette année ses 73 ans. Donc tu vois, c'est pas rien. C'est une grande responsabilité d'être au SICR. Et puis c'est aussi mandataire administrateur au MEDEF Réunion. Et puis président de Green, le groupement des entreprises engagées dans l'environnement. Donc tout ce qui est économie circulaire, qualité de vie au travail. Donc des sujets qui sont très importants aujourd'hui dans l'entreprise puisque ça couvre la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux et beaucoup de responsabilités. Est-ce que je peux te couper avec grand plaisir. Qu'on dit Philax, on dit oui. Philippe Alexandre. Je t'ai souvent vu, moi, soit en interview télé, soit en interview radio, soit à la une du Leader, à la une du Memento. À chaque numéro du Memento, on voit ta tête. Photo, il est interviewé, nanana. Quotidien, dans les journaux, on le voit également. Dans les pushs, on reçoit des pushs, il y a marqué Philippe Alexandre. Il est partout avec cette posture un peu sérieuse et tendue parce que tes responsabilités se font telles. Ce soir, on met à nu. Ouais, nu. On passe à la phase B. Très bien, c'est noté. C'est un espace de vérité, okay. De nuance et de profondeur. Je précise que dans les médias, je dis la vérité quand même. Hein, c'est... Absolument, mais ce sera une autre vérité, la phase B. Ouais. J'aime bien reprendre ce mot-là, c'est no bullshit. Ouais. On n'est pas là pour faire du LinkedIn. Merci, messieurs. On n'est pas là pour faire rêver les choses. On dit les choses comme elles sont. Et surtout que les gens qui regardent s'inspirent, comprennent ce que c'est. Si c'est au-delà de par exemple des collaborateurs qui regardent, des gens avec qui tu travailles, ils voient aussi ce côté de Philax que moi je connais et que je voulais montrer qu'on peut être aussi dirigeant et pas tendu dans ce rôle absolument j'ai pas envie de tordre le mot là, mais... On veut découvrir l'humain derrière le dirigeant. C'est ça. Voilà. T'as tout bien dit. Tout bien dit. Je sais pas si c'est moi qui présente toujours. Pour ce faire, messieurs, si ça peut vous aider, on a quelques petites cartes qui vont aider à pimenter ou relever un petit peu le sujet. On va avoir une première carte, histoire de gamifier un peu tout ça. On a la carte Cut. Philax et vous, toi aussi Goulam, vous aurez les cartes. Vous aurez l'option de pouvoir couper la question. Vous pouvez y répondre, mais ce ne sera pas inclus au montage. D'accord. Parce que parfois, prendre des décisions, ça demande du off-caméra, n'est-ce pas ? On va avoir le reverse. Le reverse, très simple, comme les jeux vous connaissez. Vous pouvez retourner la question à n'importe qui autour de cette table. Parce que c'est pas facile de prendre une décision et c'est facile de poser la question, mais derrière, pas évident. Vous avez la carte blanche, messieurs. Carte blanche, vous inventez une règle. Vous êtes décideur, vous décidez, vous trouvez une règle et vous pouvez l'appliquer. Et enfin, on va avoir le choix impossible. Parce qu'il y aura des petits jeux et l'idée, c'est de voir est-ce que ce choix qui vous est présenté sera possible ou pas. Donc voilà, je vous partage vos petites cartes. Hop. Merci Adrien. À usage unique. On utilise les cartes une fois et surtout,
Bon match à vous. Merci. Merci Adrien. Est-ce qu'on peut débuter directement avec une question tout de suite dans le vif du sujet? Dans le vif. Philippe Alexandre Ebois ou Philax. BMW existe depuis 27 ans à La Réunion. Ça fait 20 ans que lui représente la marque et est derrière et a supporté l'essor de cette marque. Elle a changé de main et on dit que Philax est parti avec l'enseigne. C'est des bruits, c'est ça? Avant de répondre, est-ce qu'on peut trinquer Oussa Moussa? Si tu veux. C'est grave. Chin. Allez, à la vôtre. Un chin. À la vôtre. J'ai jamais vu ça. Moi non plus, c'est... Trinque ça vous. Voilà. Hein. Comme Tu ça, veux ça répondre laisse le temps de réfléchir Bah oui. à ce qu'il veut répondre. Mais je peux pas parler la bouche pleine, donc je peux continuer. Est-ce que tu veux choisir une carte, Philippe? Non. Philax. Alors, déjà, BMW à La Réunion existe depuis beaucoup plus longtemps. Moi, ça fait 27 ans que je travaille pour BMW. J'ai commencé ma carrière dans l'Hexagone. Mais BM à La Réunion a commencé dans les années 90. Donc la marque est vraiment installée et les Réunionnais apprécient cette marque. Après, concernant l'histoire du panneau, légende urbaine, pour remettre dans le contexte, on est en 2012. La marque est distribuée par le groupe Caillé et pour différentes difficultés, le groupe doit s'en séparer et c'est le groupe Lille qui récupère la carte et la distribution. Qui est déjà distributeur à l'île Maurice. Qui est déjà distributeur, qui est le deuxième plus vieux distributeur BMW privé du monde. Donc il y a une vraie relation de confiance qui s'opère entre BMW et le groupe Lille. Et les discussions sont tendues. Finalement, il n'y a pas d'accord et dans la nuit de fin septembre au 1er octobre, la carte glisse du groupe Caillé au groupe Lille et les gens se sont imaginés que j'étais parti avec le panneau sous le bras en disant ça y est, il a démonté, il est parti, il a quitté le groupe Caillé, il est parti sur le groupe Lille. Ça s'est pas passé comme ça, vous imaginez bien, ça donne quelque part un peu trop de pouvoir aux dirigeants et à l'époque je n'étais que directeur des opérations donc c'est pas possible et non clairement je réfute et on n'est pas dans ce monde-là ou dans ce métaverse-là. Il y a d'ailleurs aucun métaverse où ça existe où un collaborateur part avec le panneau ou la carte pour la donner à quelqu'un d'autre. Au moins les choses sont claires. Elles sont claires. Au moins un beau point de... On commence bien. Voilà. Moi j'avais une question, c'était comment tu fais pour tout gérer? Tu nous as énuméré les différentes casquettes que tu représentes. Dans une semaine, il y a 7 jours, 24 heures dans une journée. À un moment donné, j'imagine, l'agenda il est un peu tendu et tout. Comment tu fais pour tout gérer comme ça? Alors déjà, je ne gère pas tout parce que j'ai une équipe. J'ai une équipe aussi bien chez BMW, chez Lille Distribution, chez Lille Premium, au SICR. Il y a des hommes et des femmes qui sont engagés, qui sont payés pour venir quelque part faire le taf opérationnel. Et j'interviens, le cas échéant, quand il y a des blocages, des arbitrages à faire ou des prises de position à gérer qui m'incombent directement. Donc derrière, c'est prendre ses responsabilités, mais c'est derrière aussi avoir une faculté de déléguer pour pouvoir quelque part éviter que tout soit concentré sur une seule personne parce que c'est très dangereux. On l'a vu dans différents business, il suffit qu'il arrive quoi que ce soit à la personne et là d'un seul coup, c'est pas le but parce que si on est bien organisé, c'est d'avoir tous ces relais-là qui sont en place pour que il peut arriver quelque chose de dirigeant, il peut tomber malade, il peut avoir un accident. Malheureusement, les histoires de la vie font que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et une bonne organisation repose sur plusieurs personnes et pas sur un seul homme. Donc au quotidien, je suis vraiment épaulé, ce qui m'aide quelque part à pouvoir gérer cette charge de travail et pouvoir, le cas échéant, me rendre un peu plus disponible pour des sujets prioritaires. Okay. Et en fonction de l'année, il y a une saisonnalité, les budgets. Il y a bien sûr, il y a le quotidien avec les clients. Mais là, encore une fois, les collaborateurs, les chefs de service ont été formés pour pouvoir prendre leur job, on va dire, full time et venir épauler au quotidien. Okay. Je rebondis, Adrien. Dans ce cas-là, c'est quoi le vrai rôle du dirigeant? Comment tu le... Ce que les gens fantasment souvent, vs le réel. J'aime bien ce mot-là, solitude décisionnelle. Oui. Comment tu vis ça par rapport à la pression? C'est à quel moment où ton rôle du dirigeant, lui, ne dépend pas de l'équipe? Alors, ça fait 13 ans que je travaille pour le groupe Lille. Et quand Eric Lille m'a recruté, il m'a dit ça va être très simple. Si on réussit, c'est grâce à toi.
Et si on échoue, c'est à cause de toi. Pression. C'est pas. Alors, pression, oui et non, Mais c'est que c'est derrière confiance. responsabilisant. Ouais, confiance. C'est confiance, c'est de dire tu as carte blanche pour pouvoir mettre en place une stratégie, atteindre tes objectifs. Derrière les voitures de fonction, les déplacements, tu gères le budget. Tout ce que tu mettras dans les charges de l'entreprise seront ces charges qui t'éloigneront de ton atterrissage et de ton budget. C'est hyper responsabilisant et cette méthode managériale anglo-saxonne est très intéressante par rapport à la méthode, j'ai envie de dire, française, qui a tendance à donner des titres ronflants et pas de délégation. Alors que la méthode anglo-saxonne met en place un dirigeant mandataire social qui apparaît sur le cabis et qui derrière est responsable aussi bien pénalement, ok, mais surtout des résultats pour que l'entreprise soit au rendez-vous. Et ça, c'est très responsabilisant parce que derrière, il y a une grosse frustration parfois de dire voilà, je suis dirigeant mais je peux rien faire, je dois acheter un stylo, je dois faire signer 12 personnes. Process. Ça fonctionne pas comme ça. Là-bas, il y a des réunions budget, il y a des audits tous les trimestres, c'est suivi, il y a des comptes à rendre, ça veut pas dire que c'est la fête à la maison, mais derrière, il y a une confiance du dirigeant pour que les choses marchent. Par contre, faut pas imaginer que si on n'est pas au rendez-vous, il y a clémence ou quoi que ce soit, c'est hyper carré. Et c'est de dire, seul importe le résultat. Après, c'est toi, c'est nous, c'est vous qui mettez en place la méthode. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout seul, parce que j'ai des cadres sur lesquels je m'appuie, sur lesquels j'échange et je co-construis le projet. Mais au final, vis-à-vis du dirigeant, il y a un seul responsable. Est-ce que toi aussi tu transformes ça? C'est-à-dire, est-ce que tu utilises cette méthode managériale vis-à-vis de tes équipes ou tu es plutôt micromanagement, rendez-moi compte? Non, parce que alors, au début de la carrière, oui. Parce qu'on veut toujours tout garder, tout surveiller, tout superviser, en imaginant que si on le fait tout seul, ça va aller plus vite. Sauf que vous connaissez l'adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est une réalité au quotidien dans le business, surtout dans le contexte actuel où on est assailli de différents sujets, de différentes inquiétudes, dans un manque de visibilité, de stabilité, où il faut derrière avoir des équipes. Et en vieillissant, cette délégation se met naturellement en place et ça permet d'avoir des officiers qui sont derrière et qui poussent aussi à fond. Et plutôt que de s'épuiser tout seul, ils sont là, ils aident au quotidien, ils appuient et ils aident à mettre en place la stratégie quelque part que je leur ai présentée, qu'ils ont accepté, mais qui derrière, encore une fois, ne me dédouane pas de mes responsabilités. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai pouvoir d'action. Et derrière, si on voit quelque chose ne marche pas, on peut tout de suite réajuster. Il n'y a pas cette lenteur ou cette inertie qui parfois peut être très problématique pour les entreprises et pour les conséquences que cela peut avoir. Est-ce que ceux qui nous écoutent là, si jamais il y a des demandeurs d'emploi qui se voient dans un profil, Lille Premium, Lille Réunion, Lille Distribution, s'intéressent à embaucher, tu leur donnerais quoi comme conseil après le magnifique tableau que tu as montré de la façon que tu fais du management? C'est de dire... Quel est le conseil que tu pourrais leur dire en priorité, que tu vois à chaque fois lors d'un entretien, d'un CV, dans la réception de... C'est quelque part l'investissement que le collaborateur est prêt à mettre dans l'entreprise. Parce que la réalité, et on le voit avec les nouvelles générations, ce qu'on appelle la Gen Z, cette nouvelle génération a besoin d'avoir un sens au quotidien, au travail. Je suis une génération autour de cette table. Trois générations. Presque 3 générations. Ne regardez pas trop, entre X, Y et Z. Mais la réalité, c'est que ma génération, ce qui était important, c'était d'avoir un salaire et un CDI. Et après, il y avait un projet pas projet, on bossait, et puis c'était comme ça. Et le management était très empirique, c'était très directif. C'est comme ça et pas autrement. Et puis, au fil du temps, ça a progressé, ça s'est ouvert. Après, c'est d'avoir des gens qui ont envie de participer et de s'inscrire dans cette dynamique. Et cette nouvelle génération, aujourd'hui, elle est très pragmatique. Et c'est de dire, j'ai besoin d'avoir ces collaborateurs parce que d'ici
2030, c'est demain matin, C'est récent. 2030, va arriver. la Gen Z, ça sera pas loin de 50% de nos effectifs. Donc il faut que derrière, cette génération-là s'implique et ait envie de participer à co-construire un modèle, et que nous, en tant que dirigeants, on leur donne cette visibilité pour dire voilà où on veut aller, comment on veut y aller, et à quel rythme on veut y aller, et on a besoin de vous pour nous aider à continuer à construire, à développer les marques et les produits que nous représentons à La Réunion. Donc, l'adresse mail de Philippe Alexandre, C'est pareboa@lillegroup sans e.re, comme ça c'est clair. Ah ouais. Et on parle de mail, là, mais tu reçois combien de mails et t'as combien de boîtes mail? Parce que tout ce que. Alors, Ouais, c'est non, l'occasion. je code pas. J'ai 3 boîtes mail, une boîte perso, Ouais. une boîte pro, et le groupe a réussi à mettre une adresse générique. Donc tout arrive sur l'adresse pareboa@lillegroup.re, ce qui fait que quand c'est pour les spiritueux, quand c'est pour la location, quand c'est pour l'automobile, tout arrive au même endroit. Donc là, c'est une grosse boîte mail. Hein. Donc là, il y a un gros volume qui rentre de manière Quotidien, c'est-à-dire même quotidien. horaire. Donc là, celle-là, faut arriver à la couper le soir parce que sinon ça sonne régulièrement. La boîte perso, je l'ai dit, et puis après la boîte d'organisation patronale, qui elle aussi arrive avec des mails plus officiels de préfecture, région, État et autres organisations patronales, qui elle est très active, mais moins en volume que les autres. Voilà. Mais en poids, d'un point de vue symbolique, valeur et enjeu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais comment pour déconnecter? Alors, on s'est mis en place déjà 2 téléphones. Un Pro, téléphone perso. pro et perso, déjà parce qu'on a eu une cyberattaque. Aïe. Donc il y a 3 ans de ça, il a fallu gérer ça, et ça aussi c'est des choses qu'on apprend sur le tard, parce que quand vous faites des écoles de commerce, c'est l'arbitrage invisible. c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que là c'est la vraie vie. Ah Vous bah, pouvez faire des études, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce qu'on vit au quotidien, et ben c'est de dire waouh, ça j'ai pas été formé pour. J'ai pas des mois et des années pour me former, et il va falloir qu'on y aille en direct live parce que il faut relancer très vite la machine, parce que là c'est une question de survie. Et vous savez que 6 entreprises sur 10 qui subissent des cyberattaques, celles qui osent porter plainte et qui ne payent pas les ransomware, 6 sur 10 ne survivent pas à une cyberattaque. Post-attaque. C'est ça, c'est-à-dire que soit elles ne retrouvent pas leurs données, soit elles ont des données confidentielles qui se retrouvent sur le dark web. Et ça peut être des secrets de production, ça peut être des secrets de recettes Est-ce que tu as ancestrales. eu des choses qui sont arrivées sur le dark web? Ouais, Pendant on ta avait, cyberattaque. on Une avait anecdote. eu. Non, à titre perso, j'ai mon passeport qui s'est retrouvé sur le dark web, et c'est des données qui sont après vendues, échangées. Donc après, il faut aller porter plainte, il faut demander à refaire un nouveau passeport. Donc c'est très long, c'est chiant. Et puis Dieu merci, on n'avait pas de données sensibles. Donc il a fallu encore une fois, dans notre malheur, on s'en sentir plutôt bien, et on a récupéré nos données, on a pu repartir. Mais là encore, c'est de se dire au quotidien, vous vous levez le matin, qu'est-ce qui peut me tomber sur le coin de la figure, parce que le monde de l'entreprise est Vu à qu'on son parle lot de surprises. de cyberattaque, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que les gens ne peuvent pas savoir et connaître? Tu as déjà eu des contrôles URSSAF, fiscal, douane, Bien sûr. je ne sais pas si on peut en parler ouvertement, mais comment on ressent ça dans une boîte avec une telle ampleur? Déjà que tu as déjà assez de boulot, Oui. et en plus il faut aller gérer les contrôleurs. Est-ce que c'est lunaire les contrôles? C'est lunaire, parce que y a un sentiment de devoir se justifier sur mise tout, à nu, là, qui est de dire mais je comprends pas, on fait les choses de manière carrée, et de devoir tout justifier, c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux, sur lequel il faut prouver sa bonne foi. Et on parle de la cyberattaque, tu parles, Goulam, d'un contrôle fiscal. Je vous jure que le contrôle fiscal et la cyberattaque interviennent au même moment. Ouais, c'est souvent ça, non? Mais un truc de dingue. Et ça vous renvoie sur les bancs de l'école, parce que le contrôle fiscal commence début de semaine, et ils viennent contrôler votre logiciel métier pour être sûr qu'il n'y ait pas une double caisse, une double facturation. Et donc les informaticiens du service des impôts prennent le contrôle et ils viennent regarder les écritures. Et ils doivent venir le lundi matin. Alors, ils nous préviennent. Ok, voilà, on viendra avec nos équipes lundi matin contrôler le système. Vous me croyez si vous voulez. On arrive le lundi matin au travail, les ordinateurs ne sont plus accessibles, on s'est fait cyberattaquer le week-end, la veille. Mais non. Tout est bloqué. Et là, C'est moi qui a lancé la et là, le contrôleur fiscal arrive et vous lui dites
Vous n'allez pas me croire, mais c'est pas... Hasard de dingue. Mais c'était le prof de maths qui me demandait mon DS. Est-ce que... Et vous n'allez pas me croire, mais le chien a mangé mon devoir. Mais bien sûr, Ouais. on la connaissait là, pas, il a celle-là. Il a disparu. Oh, waouh. Et donc là, vous devez lui expliquer... C'est quoi la réaction des mecs? Mais il dit, bien sûr, mais bien sûr. Oui, Vous comme êtes par en plein hasard, hein. contrôle fiscal, on vient, et au moment où on vient, vous faites cyberattaquer. Oh. Et c'est pour ça que la Pas à communication nous, pas à derrière... nous. Non, exactement, parce que derrière, vous dites, mais tout m'accuse, c'est pas possible. Et au final, le fait qu'on ait pu retrouver nos données, reconstruire notre comptabilité et Ouais, la pouvoir base client, après tout, ouais. trouver et donner des informations pour que le contrôleur fiscal puisse faire son travail correctement, ça a été un soulagement parce que derrière, je vous dis encore une fois, le trait, ça fait gros, quoi. Ça fait gros. Vous avez un contrôle fiscal. Dans le hall direct, tu l'as fait asseoir quand même, vous voulez un C'est ça, café? faut que je vous Je parle. vous explique, ouais. C'est ça, faut que je vous parle. Vous n'allez pas me croire, mais là, il y a eu un petit souci durant le week-end. Et avec, encore une fois, au départ, on ne sait pas que c'est une cyberattaque. On dit que c'est un problème informatique. Et c'est quand les informaticiens du groupe font leurs investigations que là, ils tombent sur le ransomware. Et c'est plus une blague, c'est pas un bug, c'est un ransomware. Marqué, voilà, vous avez été cyberattaqué. Vous nous devez $400 000 pour pouvoir récupérer vos données. Veuillez suivre le lien. Non, mais c'est hyper, quelque bien part, fait. c'est hyper bien fait. Hein. Vous cliquez, c'est quoi Tu ce payes en délire crypto ou pas? Voilà. Non, mais c'est exactement. C'est un truc de fou. Et là, vous dites, je fais quoi là? Et là, vous dites, non, c'est pas Donc possible. tu as on peut deux pas. événements en même temps, tu dis que ça Ouais. te renvoie sur les bancs de l'école. Mais c'est ça. Et si on en parlait des bancs de l'école? Voilà, De parlons-en Flax. parce que je les ai bien cirés les bancs de l'école. Ah. Ouais. Qu'est-ce Ah que ouais. tu Ça peux nous commence dire où, là-dessus? ouais. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Ouh. Non, vous n'êtes pas prêts. C'est... Annonce. Ouais, non, c'est... On s'imagine le parcours du dirigeant sérieux, professionnel, et j'étais tout sauf ça. Un peu bout en train, à tel point que, vous savez que On veut tous les détails. le collège se fait en 4 ans, entre la 6e et la 3e. Moi, je l'ai fait en 7 ans. Donc quasiment le Même moi, il m'a double. pas raconté ça. Quasiment le double de Le temps. double, ouais. Alors- On est en métropole, là. On est en métropole, Uh-huh. je suis du côté d'Orléans. Uh-huh. 6e, les parents divorcent. Donc là, ça, le vrai coup, voilà, moralement, on accuse le coup. Mais, voilà, c'est une année de 6e et vous commencez la 2e année de 6e. Et là, vous vous rendez compte que l'excuse des parents qui divorcent, ça marche pas mal. Non, ça marche. Ouais, ils divorcent, le pauvre, machin. Et là, donc, la 2e année de 6e, on passe à la 5e. D'accord ? À la 5e, on essaie de refaire le coup avec les parents qui divorcent. Là, ça marche pas. 2e, 5e. Et là, à la fin de la 2e, 5e, c'est passage par ancienneté. Parce que vous savez qu'il y a des moments où il y a des classes qui sont bloquantes et des moments où il y a des passages libres sur T'as appréciation atteint le palier, là. des Ouais, parents. ouais. Avec le stress habituel de dire votre enfant n'a pas les bases, le faire passer c'est du suicide, vous devez l'orienter vers une carrière quelque part technologique. Mais sauf qu'à mon époque, quand on parlait de bac technologique, Ouais, c'était une voie de garage. Ouais, ouais. Ça veut dire que c'était limite une insulte. C'est-à-dire Ça qu'aujourd'hui... ça l'est un peu encore, quoi. Ah non... Les réputations, un petit peu, mais. Alors, par techno, à l'époque, on entendait des métiers de l'artisanat. Ça veut dire boulanger, ça veut dire électricien, ça veut dire plombier. Est-ce que tu trouves que c'est des métiers de bas étage? Mais ça va C'est pas pour ça que aujourd'hui. tu Moi, le- mes clients aujourd'hui sont électriciens, sont plombiers et ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous, quoi. Donc, Oh. non. Tu l'as joué ta carte ou pas? Parce qu'il faut le dire, là, Non, non. on la décompte. Hein. Hey. Donc, on est coincé et après, la 3e arrive. Enfin, 4e en une fois, 3e, 2e, 3e. Parce que T'as fait 2 3e. j'ai fait 2 3e parce que le proviseur qui pouvait pas me voir m'avait inscrit en BEP jardinage. Et je dis, je ne vais pas me retrouver jardinier, donc j'ai refait une 3e. Mais ce qui fait que... Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? Oui. 2 6e. 2 2 5e. 2 3e. 2 3 On peut plus faire ça aujourd'hui, non? Non. Il n'y a pas des plus 4 là. Non, mais le problème, c'est que tu arrives au brevet, tu as 18 ans, mec. T'es l'aîné, t'es l'ancien. T'as 18 ans, tu rentres dans la salle Tonton le premier doublette. jour. Tonton. Non mais vous rigolez les gars, mais je rentre en 3e lors de ma 2e, 3e, le jour de la rentrée. Faut que je boive. Je rentre dans la classe, tout le monde se lève. Monsieur. Tout le monde se lève. Le Les prof. mecs disent, le prof est jeune ou le pion est jeune. Alors, les gars, rasseyez-vous, je suis... Mais à cet âge-là, entre un marmaille qui a 15 ans et un marmaille Ouais. qui a 18 ans, T'as fait ta croissance. La différence d'âge, elle est phénoménale en termes de Pause. taille, en termes de croissance. À tous ceux qui sont en échec scolaire, n'oubliez pas. Ne lâchez rien. N'oubliez pas.
tous ceux qui sont en échec scolaire, ne lâchez rien. Vous avez un exemple. Je sais pas si c'est un exemple, mais... Non, mais c'est... On peut y arriver. On peut y arriver. J'ai surtout une pensée émue pour les parents. Parce que en tant que papa, je sais quelque part la pression que je mets sur mon enfant. Et quand maman ou papa avaient leurs amis qui échangeaient sur le parcours scolaire de leurs enfants, quand maman, les parents disaient bah, ton fils il prend quelle orientation, bah, là il rentre à la faculté. Et ton fils, il fait quoi? Bah, il est en 3e année de quoi? De droit, de médecine? Non, 3e, tout court. Il va à son rythme, il fait. Ah, mais non, mais et je te jure, aujourd'hui, j'en rigole. Mais à l'époque, maman, elle en pleurait. Ouais, elle en pleurait parce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Et la finalité, et ça, c'est la chance que j'ai pu avoir sur mon parcours professionnel et quelque part personnel, c'est que tu rencontres des personnes qui te remettent sur le droit chemin, qui te font confiance et qui t'aident quelque part à reprendre aussi toi confiance en toi en disant, parce que quand tu écoutes toute ta scolarité, que tu es un bon à rien, que tu vas jamais y arriver, que tu n'as pas les bases, ça peut te niveler vers le bas. Exactement. Ouais. Ça m'a pas empêché d'avoir mon bac avec mention. Alors certes, aujourd'hui, à 48 ans, on s'en fout de savoir que j'ai fait le collège en 7 ans. Mais c'est le parcours qui fait que derrière, ça a donné une certaine résilience. Le fait de dire je lâcherai pas. Maman m'avait dit tu iras jusqu'à ton bac, tu auras ton bac s'il faut à 22 ans, mais tu l'auras. Donc je l'ai eu à 21. Mais, et derrière, ça m'a permis de faire des études supérieures, et d'aller chez BMW, de faire l'école de vente, et puis de commencer une carrière où je me suis éclaté. Et à partir du moment où j'ai trouvé un sens à ce que je faisais, ça m'a donné envie de m'investir, ça m'a donné envie de bosser et puis d'avoir des résultats et puis de fil en aiguille, de pouvoir progresser et de se faire une carrière. Et le fait de quitter la France hexagonale pour venir à La Réunion, ça a aussi été une opportunité exceptionnelle parce que je n'aurais pas pu évoluer comme ça. Tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Eh ben, 99, je commence l'école de vente BMW. Donc BMW crée cette académie des ventes pour former les jeunes vendeurs. Le constat, c'est les vendeurs, l'âge moyenne des vendeurs du réseau est quand même très très élevé. Senior. Et on a besoin de rajeunir la force de vente parce que les produits qui vont arriver vont être pour une clientèle plus jeune. À mon époque, on arrivait chez BMW quand on avait déjà fait ses armes chez Peugeot, Renault, Citroën. En gros, tu fais tes armes chez les généralistes et après tu arrives chez les spécialistes à partir de 40-45 ans. Quand tu as 21 ans, tu n'arrives pas chez BM. Et moi, je vivais dans une résidence qui donnait sur la concession BMW. Et après, à Orléans. Après les UT, j'ai mis mon costume, je suis descendu voir le responsable des ventes. Et à l'époque, je lui dis voilà, j'aimerais bien faire un BTS en alternance avec vous, vous me formez. Lui dit non, non monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, au culot, sans rendez-vous, sans rien. Et il me dit non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, très bien, c'est pas comme ça. Je sors et je reviens le voir en disant c'est juste une question là. Les vieux que vous avez dans le showroom, vous savez qu'ils meurent pour les remplacer ou ça va se passer comment? Monsieur, sortez. Voilà, je me fais. C'est pas que du culot là. Là, c'est vraiment la frustration et de l'insolence, tu vois, en disant putain, je comprends pas, j'ai envie et on me donne pas ce que je veux. Et 2-3 mois après, il me rappelle, il me dit voilà, BMW a une école de vente, vous avez l'air d'avoir une grande bouche, passez les tests. Si vous les réussissez, je vous prends 1 an, c'est un contrat de qualification professionnelle. Je vous prends 1 an et plus si affinité. J'ai dit banco, on y va. J'ai fait l'école de vente pendant 1 an en alternance entre BMW à Montigny-le-Bretonneux et à Orléans. Wow. J'ai eu mon diplôme, ils m'ont gardé et après, au bout de 6-7 ans, j'ai été commercial automobile, puis après commercial entreprise. Et j'avais envie d'évoluer, je n'allais pas piquer la place de celui qui m'avait fait confiance. Donc j'avais demandé à BMW France, c'était Lionel Nice, avec monsieur Méry, Christian qui m'ont fait confiance dès les premiers jours et il en fallait à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai demandé à BMW France de pouvoir essayer de trouver un poste où je puisse évoluer. Ils m'ont dit ça tombe bien, on va avoir une place pour toi dans le sud de la France. Je dis c'est génial, c'est quoi Nice, Marseille, Monaco Attends, on a sauté un peu d'étape. Ouais. C'était quoi la réaction de le premier véhicule de direction? C'était quoi déjà les modèles à cette époque-là? Alors déjà pour les connaisseurs un peu. Alors le directeur commercial de l'époque qui était Lionel, je vous en ai parlé, déjà m'avait interdit de toucher à une BMW. En disant ça c'est pour les vendeurs. Le jour où tu seras vendeur, tu auras le droit à une BMW. Pour l'instant, tu as le droit à une Hyundai Pony.
Ok. Donc j'ai fait 1 an de formation en Hyundai Pony. Je te jure, la Hyundai Pony, je faisais des 5-1 arrivé au rond-point pour faire péter le moteur en disant c'est pas possible, putain. Je suis commercial chez BMW, certes stagiaire. Très bon moteur, les Coréens. Mais ça tenait, jamais pu péter le moteur de la Hyundai Pony. C'est Donc, fiable. j'ai dû me taper la Hyundai. Excellent. Les gens qui me connaissaient me disaient ah, putain, t'es chez BM et tu roules en Hyundai. Et là, ça te pique, ça t'oblige à, tu vois, à dire tu n'auras accès à la voiture quand tu auras les résultats et que tu seras formé. Et donc, au bout de quasi 1 an, j'ai enfin le droit à ma première voiture de démonstration, une série 3, la E46 316i pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'était le Graal de pouvoir rouler en BMW, une fierté. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, les résultats ont suivi. Ça a bien progressé, ça a bien matché. Et le sud de la France. Et après, donc le sud de la France, et donc malheureusement, c'était pas la Côte d'Azur, donc c'est plus le sud. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est la Corse. Non, c'est plus le sud encore. Après, c'est l'Afrique. Ouais, mais c'est plus le sud. Ils t'ont fait deviner. Ouais, ils m'ont fait deviner. Je dis, c'est quoi là-bas? C'est la Réunion. Voilà, c'est ça, c'est la Réunion. Ils t'ont joué le jeu comme ça. Ils ont joué le jeu. Donc après, là, c'est dans la vie, je vous dis, on rencontre des personnes. Et là, c'était donc le recrutement pour le groupe Caillé à travers le directeur général de l'époque, M. Mathieu, et Jean-Philippe Parrain, qui est maintenant un des big boss de BMW, qui a été patron des importateurs, qui est maintenant patron monde de Mini, et qui m'a à l'époque recruté pour le marché réunionnais en tant que responsable des ventes. Et donc, en fin 2006, je viens pour la première fois à la Réunion pour découvrir ce qu'allait être mon futur poste. Et là, j'arrive sur cette magnifique île. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais trouver? Ça va être comment la concession? Et puis, agréablement surpris de voir le parc automobile et cet engouement que les Réunionnais ont pour... Tu t'attendais à quoi? Au départ, en toute honnêteté, je me suis dit, quand l'avion a décollé et que je suis arrivé à la Réunion, ça se trouve, je vais me trouver un garage en tôle marqué BMW à la bombe. Tu sais, mais vraiment avec des a priori de merde. Il n'y a pas Insta, il n'y a pas les réseaux, il n'y a rien. Enfin, tu peux pas Tu peux même pas aller sur Google. Ouais, tu n'as pas d'avis. Tu peux pas te projeter, t'as rien. Donc c'est ton imagination. Les détracteurs disaient ah, t'es fou d'aller là-bas, c'est l'Afrique. La méconnaissance du territoire, ce qu'on connaît aujourd'hui avec le recul de ce que l'Hexagone pouvait avoir en image de nous. Image carte postale. 2006-2026. Exact. 20 ans. Ouais. À la Réunion. 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que tu es réunionnais? À partir de quel moment on peut dire que tu es réunionnais? Alors ça, c'est la vraie question. Ouais. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu souhaites utiliser une carte? Non, j'assume. Je vais me faire un challenge, je vais essayer de tout répondre sans... Ouais, je vous vois, ouais. Non, c'est... Alors, il y a 2 approches. Et là, je tairai le nom de la personne pour pas la mettre mal à l'aise. Mais ça pas demande à Oukos créole parce qu'on a l'accent bizarre. Mais... petit accent aux oreilles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oreilles un jour, oreilles toujours. Ok. Ça fait 20 ans que je suis à La Réunion, j'ai construit ma maison à La Réunion, mon fils est né à La Réunion, j'ai essayé le plus possible de m'investir, que ce soit professionnellement ou d'organisation patronale sur le territoire. Engagé. Engagé. Après, moi j'ai envie de dire au bout de 20 ans, moi je me considère comme réunionnais et j'aime ce territoire, j'aime les personnes qui le composent. Vous connaissez tous ce fameux vivre ensemble, malgré que parfois il en prend des sacrés coups à la tronche, le vivre ensemble. Mais c'est quand même une magnifique île. Au-delà de la carte postale, c'est qu'il y a des choses à faire ici qui sont juste extraordinaires. Et on a un vrai potentiel, on a un vrai savoir-faire, on a des vraies compétences, on a des vrais chefs d'entreprise qui sont investis, mobilisés et qui permettent à ce territoire de se développer. Tout n'est pas parfait, mais où est-ce que c'est parfait? Je pense que nulle part. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pendant des années, on nous a fatigués avec Dubaï et là, on se rend bien compte que la carte postale, elle a pris un sacré coup à la tronche à Dubaï. Donc voilà, on a un vrai savoir-faire ici. Et pour répondre à ta question, oui, je me considère comme réunionnais. Et peu importe si certains considèrent que je ne le suis pas ou je ne le serai jamais. Voilà, je sais que mon fils, lui, est né là. Et rien que pour ça, c'est par clair. Filiation. Par capillarité. Voilà, je suis réunionnais. Je rebondis, excuse-moi Adrien, je t'ai pas laissé la parole, mais je rebondis parce que c'est important pour moi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux nouveaux arrivants, à ces chefs d'entreprise ou kiné? Non mais c'est cliché. Ou on va vivre dans une même piole en télétravail. Tout nouvel arrivant. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
qui pourrait faire cette intégration. Et les Réunionnais accueillent à bras ouverts. Faut dire ce qui est, que ce soit toi il y a 20 ans ou même aujourd'hui. On peut voir quelques critiques ou bien des petits groupes Facebook d'expats qui sont des fois limites, mais on voit que la Réunion accueille à bras ouverts. On est un département français, on ne peut pas dire partez de toute façon, mais on ne voit pas non plus des gens qui disent oreilles dehors à tout va. Non. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces chefs d'entreprise? Comment ils pourraient s'intégrer, s'engager? S'ils viennent là, je vais te laisser répondre. Non, je vois le sens de la question et j'ai envie de prendre la même recette qu'au national et de l'implémenter à la Réunion. Et c'était Nicolas Sarkozy qui disait ça. La France, aimez-la ou quittez-la. Je pense que la Réunion, c'est exactement la même chose. Ceux qui viennent ici, il faut qu'ils soient prêts à aimer ce territoire, comme ce territoire doit être prêt à les aimer. Ça veut dire que quand on vient de l'Hexagone, il ne faut pas arriver en mode conquérant, je vais vous expliquer la vie, vous les Réunionnais, c'est de dire on a, en arrivant sur le territoire, des repères et des automatismes qui sont totalement différents. Notre façon de vivre, de faire, de se divertir. Il y a ces spécificités. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien, mais il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans la critique permanente. Les hexagonaux ont des choses à nous apporter, mais nous aussi on a des choses à leur apporter. S'ils arrivent dans cette ouverture, avec cette volonté d'ouverture, de dire je suis prêt à donner, je suis prêt à prendre, gagnant-gagnant. Il y a un équilibre qui se trouve. S'ils viennent pour modifier la Réunion avec ce mode de pensée, et quand vous voyez le climat social qu'il peut y avoir aujourd'hui en France hexagonale, je peux vous dire que si c'est pour arriver avec cette même mentalité, ne venez pas. Ne venez pas, ça sert à rien. On arrive à se préserver. C'est loin d'être tout rose. C'est pas une carte postale de la Réunion où tout va bien. On a nos challenges, on a nos défis. On a nos défis, on a nos enjeux, on a nos opportunités. Mais il faut arriver avec ce côté humble. Mais je pense que c'est valable sur tous les territoires. Partout dans le monde. Personne n'arriverait en Corse en terrain conquis. Personne n'arriverait ni à Maurice. Ça c'est pendant la zone. Mais si on arrive avec cette volonté de dire j'ai des choses à apprendre et j'ai des choses à donner, la Réunion, on a créé à mon niveau ce partenariat en disant pourquoi on vous ferait confiance à vous, monsieur Reboa. Vous êtes métropolitain, vous travaillez pour un groupe mauricien, vous voulez être président du plus vieux syndicat patronal réunionnais. Dans la série, je me mets des bâtons dans les roues tout seul, il y a quand même des opportunités. C'était le... Ton entretien Ton entretien d'embauche Je me dis que son parcours scolaire et son parcours de mandat professionnel, il y a quand même beaucoup. Tu vois, les mecs qui se disent bon, il y a la difficulté, mais je vais y aller quand même. Parce que, c'est ça, c'est le challenge en fait. Et c'est beau à voir. À partir du moment où vous allez me dire c'est pas possible, c'est là où je vais être le plus remonté en disant à vous parier sur le fait qu'on peut pas y arriver. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, c'est de dire je vais tout faire pour vous montrer qu'on peut y arriver et je vais tout faire pour vous montrer que je peux être un bon président pour le syndicat de l'importation, défendre les importateurs parce que aujourd'hui avec le coût de la vie, alors c'est pas pour parce que c'est Philax qui est là. Moi je suis adhérent et je le vois au quotidien, je suis importateur. T'as des challenges de 80% des entrepreneurs à La Réunion sont importateurs. Sans un bon syndicat d'importateurs, excuse-moi, on peut pas vivre correctement. Ça, on peut de suite ouvrir cette fenêtre. Entre la relation douanière et des arrimeurs, il y a beaucoup de choses à voir. Franchement, le travail qu'ils font, c'est plutôt pas tout. C'est vraiment bien. C'est organisé en tout cas. Tu as un relais. Je rebondis encore, Philax, sur les Réunionnais. Tu te sens réunionnais. Tu penses que ceux qui viennent ne doivent pas arriver en cow-boy quelque part. Clairement. Et la Réunion aussi, elle doit pouvoir les accueillir correctement. Elle doit pouvoir parce que derrière, c'est quelque part des personnes qui arrivent avec les derniers indicateurs. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut... et c'est valable pour les tendances et les marques. C'est-à-dire que à La Réunion, t'en es l'exemple, t'es allé chercher des franchises pour les ramener en disant ça marche dans l'Hexagone, je vais le mettre à La Réunion. La Réunion ne doit pas être un territoire entre guillemets au rabais. Donc oui, il y a de la consommation, et après elle a son histoire, elle a plein d'autres choses qu'elle est prête à offrir aussi. Et les marques doivent s'adapter. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça qui fait notre spécificité. Donc à partir du moment où on a quelque part un flux de nouveaux arrivants, et ben c'est aussi des pratiques. Alors après, bonnes ou mauvaises, ça chacun jugera.
verra. Mais ça permet quelque part de se maintenir aux tendances du territoire hexagonal. Est-ce que tu penses, ma question est un peu controverse et je te conseille de garder les cartes en main. Est-ce que c'est parce que tu penses que tu étais réunionnais? On a appris que tu avais une intention d'aller à la présidence du MEDEF. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y avait quelqu'un de plus réunionnais ou moins oreille que toi que tu n'y es pas allé? Je n'ai pas dit que tu n'as pas été voté pour, parce que tu n'es pas allé. Mais c'est quoi qui t'a fait reculer? Est-ce que c'est l'organisation elle-même, le côté réunionnais, pas réunionnais Alors, c'est absolument ni la Réunion, ni pas réunionnais, ni capitaux mauriciens. J'ai pas pu aller à la potentiel candidat au départ des élections parce que il faut une ancienneté pour pouvoir prétendre à la présidence du MEDEF. Il faut 5 ans d'ancienneté et j'avais pas 5 ans parce que la date de l'AG a été modifiée. Donc après, est-ce que si la date avait été maintenue, j'y serais allé? Nul ne le sait. C'est quelque chose qui est important en termes de mandat. Ça demande aussi beaucoup de travail. Il aurait fallu que ça soit concerté avec mon PDG parce que derrière, il ne me paye pas non plus pour aller à chaque fois défendre la veuve et l'opprimé. Donc il y a un juste milieu à trouver. Donc la réalité, et personne ne le saura parce qu'on n'est pas allé jusque-là, mais si j'avais pu aller à la présidence du MEDEF, en termes de prise de départ, j'entends, oui, ça m'aurait intéressé. Après, de là à dire les soutiens, la campagne, quand on voit le niveau que la campagne a pu avoir, c'est quand même pas très joli. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ça? Je sais pas quand est-ce que ça va diffuser, mais je me permets et j'y vais. J'utilise ma carte. Première carte du jeu. C'était quoi ces élections municipales? Alors là, tu passes sur les élections municipales. Alors, comme tu as parlé de mandat et de campagne, ça fait des beaux zappings. Stop. Ouais, mais alors là, vous voyez, c'est typiquement est-ce que la politique doit être la commedia dell'arte? Ça veut dire que la politique mis en zapping, ça derrière, ça reflète pas le sérieux, ça reflète pas les enjeux. Et derrière les municipales, il y a après les intercos, donc les intercommunalités, qui elles ont un enjeu aussi majeur pour le territoire, puisqu'elles vont gérer la mobilité, elles vont gérer l'eau, elles vont gérer les déchets. Et ça conditionne la vie des Réunionnaises et des Réunionnais au quotidien. Donc de tourner en dérision des candidats qui certes parfois n'étaient pas au niveau. Maintenant, c'est aussi ça la démocratie, c'est de considérer que si je pense être un bon candidat, tout le monde amène son beau. Tout le monde prétend, entre guillemets, et amène ses armes et son programme. Après, qu'il soit réaliste, qu'il soit populiste, qui soit complètement à côté de la plaque. Ce qui est dingue, c'est qu'on est allé chercher à chaque fois le petit mot, la petite vanne, du genre c'est votre grand-mère Galacourt et tout ça là. Tout ça, ça vient pas amener le. Ça c'est pas le discours. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais les gens aujourd'hui se sortent ça à chaque fois. Ouais, c'est une blague. Voilà, et ça devient une blague. Or, la politique et la défense de la cité, c'est pas une blague. Est-ce que tu dois être un Galacourt pour devenir le maire de l'endroit? Non, que tu connaisses tes administrés, que t'aies grandi aujourd'hui. Moi, j'ai grandi au port, mais je aimerais bien faire quelque chose pour Saint-Denis. Oui, voilà. Donc après, c'est que quand tu t'investis pour ton territoire, les gens te connaissent, t'es reconnu, t'es connu, et à partir de là, c'est une suite logique. Mais t'arrives pas en inquisiteur. Et tous ceux qui ont fait ça ont été sanctionnés. Ça veut dire qu'on a vu des municipales où le candidat n'habitait même pas dans la commune. C'est quand même lunaire. Ouais. Tu veux être maire d'un endroit, tu n'y habites pas. Et ça, les Réunionnaises et Réunionnais ne se sont pas trompés. Au même titre qu'ils ont été très aussi sévères avec ceux qui avaient des casiers judiciaires. Ça fait longtemps qu'on appelle à dire qu'il serait temps de mettre un peu d'ordre dans la politique. Il y a des métiers aujourd'hui, on parle du dirigeant, qui ne sont pas capables d'être quelque part tenus par des personnes parce qu'elles ont un casier judiciaire. Quand vous êtes dans l'automobile, vous êtes opérateur en opération bancaire et assurance. Pour ça, vous avez un numéro ORIAS
Mais ce numéro Orias, pour pouvoir l'avoir, il faut donner son casier judiciaire et expliquer que vous n'avez aucun antécédent de détournement de fonds ou de condamnation. Ça veut dire que dans le privé, c'est vachement serré. C'est très réglementé et il y a encore une fois des postes que vous ne pouvez pas tenir. Donc dans le public, ça devrait l'être. Et donc dans le public, raison de plus, avec de l'argent qui ne nous appartient pas, qui est issu du travail des entreprises et des chefs d'entreprise, on doit avoir cette, quelque part, posture de dire je n'ai pas été condamné. On peut avoir des déboires avec la justice, parce qu'en tant que dirigeant aujourd'hui, quelqu'un se blesse dans l'entreprise, quelqu'un se tue dans l'entreprise, vous êtes le représentant légal. Donc avoir affaire à la justice, ça fait pas de vous tout de suite un responsable. Petit point, tu penses que c'est pour l'audimat le zapping ? C'est-à-dire qu'on aurait pu l'éviter ? Bien sûr. Que couper des morceaux comme ça sans contexte, bien c'est sûr. pas... Bien sûr, et ça n'amène rien au débat, parce que sur le fond, on veut des idées. Sur le fond, on veut pouvoir voter. J'ai vu très peu de programmes. C'est pas le Marrakech du rire. C'est de dire, on parle de programme politique. On parle de vision pour les 6 prochaines années. C'est pas quelque chose juste pour prendre... Amuser la galerie. Voilà, et c'est là où je dis qu'il y a un moment, les réseaux sociaux... le côté je fais des raccourcis peut quelque part porter atteinte à la qualité des débats et à la réflexion de l'administré. Parce que si on se rend compte aujourd'hui que les nouvelles générations vont pas forcément voter, c'est qu'elles se détachent de ça en disant ça sert à rien, on n'a pas de vision. Il faudrait repenser le modèle aussi en disant le vote par correspondance, le vote électronique, toutes ces choses-là pour inciter les gens aussi à vivre dans l'époque. C'est quand même à l'heure où on parle de gestion des déchets, de diminuer le papier. Quand vous arrivez dans un bureau de vote et que vous avez X piles de papier, vous devez prendre chaque pile et derrière il faut la mettre dans l'enveloppe en papier. Et puis les mecs qui les comptent. On peut vivre dans notre époque. C'est ce que je veux dire. Il y a un moment et tout ça, ça doit contribuer à faire évoluer le débat en disant où est-ce qu'on peut amener à une qualité de débat. On parlait du MEDEF tout à l'heure, on parle des municipales. Il y a un moment où quand l'ego ou quand le supra-électoral prend le dessus, ça ressemble plus à rien, c'est une cacophonie, les gens n'écoutent plus, se désintéressent et derrière ça donne des résultats parfois un peu bizarres. Merci pour la qualité de ces échanges, messieurs. J'aimerais vous proposer quelques petites anecdotes comme ça, pour rebondir un petit peu, histoire de faire une petite transition. Et après, on va parler un peu d'économie, des sujets avec les gros enjeux, puisque on va parler de l'envers du décor. Alors, on a entendu dire, Philax, qu'il y a eu un mariage dans une concession BMW. En tant que décideur, comment t'as dû décider pour dire à un moment donné, oui, on y va pas ? C'est la même chose que la cyberattaque, alors avec une proportion et une gravité beaucoup moins haute. Mais c'est de se dire, quand la demande arrive, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Des gens qui veulent se marier dans la concession un 20 décembre, parce qu'il était bien sûr hors de question de pouvoir faire ça en étant ouvert au public. Et donc vous voulez en savoir plus, et là les clients vous disent voilà, on s'est rencontrés aux pièces détachées. On s'est parlé parce que lui et moi avions un tatouage BMW sur l'avant-bras. On a fait connaissance et ça a matché et on s'est revus et on s'est fréquentés et on s'est aimés et aujourd'hui on veut se marier et revenir à l'endroit de notre première rencontre. Donc est-ce que vous pourriez nous mettre à disposition la concession pour qu'on puisse se passer les anneaux dans le showroom ? Donc assurance, pas assurance, est-ce que ça rentre dans le périmètre ? Ah ouais, vraiment, ce côté inédit. Mais au moment où on fait ça, on pense vraiment au bonheur du couple en disant est-ce qu'on peut participer à ça ? Est-ce que dans ce contexte un peu anxiogène et autres, amenons-nous un peu de bonheur. 20 décembre, on arrive à la magie de Noël, les séries... BMW célèbre l'amour. Voilà. Alors... C'était indépendant de notre volonté, mais on a dit allez, banco. Il y a une histoire quand même qui. On y va et puis voilà, ça a fait alors déjà une super magie pour eux parce qu'on a joué le jeu à fond et derrière un retour média et un buzz pour les jeunes mariés qui ont été hyper contents, hyper fiers. Et qui derrière... On m'a dit que les alliances étaient radiocommandées ou quelque chose. Alors les alliances, elles sont arrivées sur le capot d'une voiture, puisqu'on arrive à les commander au téléphone. Donc les alliances sont arrivées sur le capot d'une voiture.
eux étaient à fond sur le thème BMW, les cartons d'invitation étaient BMW, la boîte d'alliance était BMW, à l'intérieur de l'alliance, c'était gravé Motorsport. Et les invités, ils avaient eu le dress code et tout. Et les invités avaient le dress code, et le dress code c'était les couleurs Motorsport, c'est les 3 bandes, donc vous pouviez être habillé soit en rouge, soit en bleu ciel. Et après tu les plaçais dans le... Et après ils se sont habillés, mais les gens qui passaient à Saint-Pierre le long de la nationale voyaient ce monde, cet attroupement, en disant mais c'est quoi, il y a une soirée, on n'est pas invités. Tu as célébré ou... Alors je les ai reçus après leur réunion, ils sont venus à Saint-Denis, on a fait une photo ensemble, ils étaient super touchés, ils nous ont remerciés, ils nous ont amené les macarons BMW. Ah oui. Ils ont bien une BMW. Et ah oui, ça ils ont tous les deux une BMW, ils sont fous passionnés de la marque et c'était sympa de pouvoir encore une fois gérer un imprévu en disant si on m'avait dit dans ma carrière que je devrais gérer un mariage dans la concession, c'est ces petites anecdotes qui font que il y a aussi des moments de bonheur, de partage et notre but premier c'est quelque part travailler l'expérience client. Et cette expérience client-là, de dire à la fois l'ancrage territorial et la force de la marque pour que les gens se retrouvent, se connaissent, se parlent et veuillent unir leur union chez nous, c'est une grande fierté et on a participé à ça sans imaginer que ça allait avoir cette résonance sur le territoire. Et donc, c'est une très belle histoire, mais quelle a été pour toi, limite, la décision, en tout cas le moment le plus dur en tant que dirigeant ? Parce que j'imagine c'est plein de choses qui sont arrivées en même temps, en termes de stress, en termes de points critiques en fait. C'était quoi le moment où tu t'es dit là, compliqué à décider? En tant que dirigeant? Ouais. Pas d'utilisation de carte, attention. Non, j'essaie de... tu sais, on a parlé du moment, il y a eu le piratage et... Mais si je te dis qu'à l'instant tu te rends pas compte en fait. C'est-à-dire que tu t'es tellement pris dans le feu de l'action que tu sais pas que tu es en train de traverser un truc de fou. C'est un vrai trauma en fait que tu prends quelque part des semaines et des mois à réaliser. À titre plus personnel, pour pas utiliser de carte, j'ai mon épouse qui a eu de très graves soucis de santé et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on lui a diagnostiqué un cancer. Et au moment où on nous annonce la maladie, tu as l'impression, que le ciel te tombe sur la tête et tu es dans l'action. Et cette action-là, tu penses à ton réseau, tu penses à tes amis, tu essaies de savoir comment tu peux l'aider au mieux, tu fais abstraction des conséquences qu'il peut y avoir, tu n'oses pas poser les questions sur le pronostic vital, tu vois, c'est des enjeux qui font que tu es pris dans ton quotidien et que tu vas à fond la caisse et que quelque part, ce rythme-là te maintient la tête hors de l'eau parce que tu nages et tu respires. Quand tu me demandes quelle décision tu as le sentiment d'avoir eu du mal à prendre, en fait, c'est que a posteriori, grâce à Dieu, les choses se sont arrangées pour elle. Et c'est quand le rythme redescend que là, tu te rends compte de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli, des décisions que tu as pu prendre, de la façon dont tu as pu gérer cette situation. Et que de la façon dont tu l'as gérée, tu t'es pas dit, tiens, là, c'est une décision, est-ce que je dois faire ou pas le faire ? Tu l'as fait et c'est naturel. Et au bout d'un moment, en tant que dirigeant, tu as un certain mode de survie qui s'active en toi. Et t'es en marche forcée. T'as pas le temps de te poser en disant est-ce que je fais quelque part je vais prendre ça ou ça. T'es dans le feu et tu dis j'y vais parce que là c'est une question de vie ou de mort à proprement parler. Ça a été le cas pour mon épouse. C'est le cas, on va dire, c'est le sens propre et le sens figuré. Au quotidien dans l'entreprise, tu prends des décisions et tu te rends compte après, a posteriori, de ce que tu as fait lors des débriefs, lors des rétex, des retours d'expérience. Des reporting, et là, tu te dis, putain, on a fait ça, putain, on a géré ça. Et ça a été valable pour les gilets jaunes, ça a été valable pour la Covid. Moi, la Covid, trouve-moi un bouquin où on te dit, on te prépare en tant que dirigeant, on te dit, potentiellement, on va mettre la moitié du globe en confinement. C'était plus de 3 milliards de personnes qui ont été confinées.
par rapport à un virus. Tu dis ok, on arrête les séries de science-fiction, on est dans le vrai boulot les gars, on arrête. Parce que même ceux qui pouvaient écrire des scénarios catastrophes n'ont pas écrit ça. Et là on s'est retrouvés confrontés, sans aucun manuel. Tu vois, tu fais de l'aviation, tu as un problème, tu as une checklist, tu viens tout contrôler, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Au quotidien, que tu sois sur une petite entreprise, une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, ou sur une société on va dire, PME ou après grosse entreprise, et ben derrière, tu n'as pas forcément à chaque fois le petit bouquin de checklist pour t'aider, et il faut t'adapter, il faut gérer, et il faut quelque part prendre des décisions sans savoir que tu prends une décision. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais derrière tu te dis au feeling, il y a des choses logiques, il faut préserver la trésorerie, il faut préserver l'emploi, tu as des automatismes qui se mettent en place. Tout est coordonné, tu sais que et qui font cette action-là va avoir une conséquence. Exactement. Et que derrière, ce qui te revient à chaque fois, c'est l'humain, c'est la trésorerie, c'est quelque part des différents signes vitaux de l'entreprise que tu dois préserver au maximum pour éviter des complications et autres. Donc, à l'instant T, quand tu me poses la question qu'est-ce qui a été dur, en fait, au quotidien, c'est une succession d'événements. Exactement. Et au quotidien, c'est dur parce que c'est des enchaînements de décisions qui font que tu passes des levels et tu es encore vivant, et tu es encore là, et tu es sorti des gilets jaunes, et tu es sorti de la Covid, et tu es sorti avant 2008, c'était les subprimes. Moi, je suis arrivé fin 2006, on a connu de 2008-2009 l'arrivée de ces crises-là qui nous ont tapé de plein fouet. Et des groupes, on a parlé de mon précédent employeur à l'époque, qui ont connu des déconvenues, mais phénoménales. Alors que quand je suis arrivé fin 2006, quand vous travaillez chez SFR, quand vous travaillez dans le groupe Cahiers, quand vous travaillez dans des gros groupes comme ça, c'était le top du top. C'était de dire, t'as de la chance. Et derrière, tu t'aperçois qu'avec les années, les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, et que parfois, une mauvaise décision à l'instant T fait que ça peut avoir des conséquences. Ils ne se réinventent pas, il y a des entreprises qui restent derrière, qui n'arrivent pas à tenir le rythme. Qui demandent de s'adapter en continu. Et parlons d'aujourd'hui, parce que en ce moment même, il y a matière à dire des choses. Il se passe tellement de choses, on a l'impression que le monde est très très petit, et qu'on est tous concernés. On l'est. Et là, tu as aussi un rôle... on va peut-être parler d'autres casquettes que tu as aussi, qui te prend du temps et qui te mobilisent. Parce que pour le coup, j'imagine, il y a plein d'autres décideurs autour, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait pour la Réunion, au vu du contexte géopolitique? Alors, on est tous interconnectés, qu'on le veuille ou non. On a des intérêts croisés. Souvent, on imagine que ce qui se passe sur une partie du globe ne va pas nous impacter. On a vu le canal de Suez, on voit le détroit d'Ormuz, on voit ces lignes logistiques qui sont décalées, qui passent par le cap de Bonne-Espérance. Ça rallonge ce qu'on appelle le transit time, donc le délai d'arrivée des navires. Ça impacte le coût des marchandises, donc au final le coût de la vie à La Réunion. Et on s'est dit que c'est vraiment l'effet papillon, où ce qui s'est passé sur Suez, c'est loin de chez nous, c'est quoi le problème? Et non, bam, là Israël, les États-Unis attaquent l'Iran, et bam, on ramasse. Quand le canal de Panama avait un niveau d'eau qui n'était pas assez important, les navires ne pouvaient pas passer, ils devaient contourner. Mais c'est quoi le Panama par rapport à la Réunion? Sauf que le navire qui fait une boucle, il prend du retard et qui ne peut pas être à l'instant T là au rendez-vous. Donc le transit time il va changer. On l'a vécu avec l'Ukraine, on a découvert que énormément de choses étaient fabriquées en Ukraine. Alors la moutarde, après ça a été les câbles électriques, l'huile. On dit c'est pas possible, l'Ukraine ils font pas tout ça. Là on se rend compte avec l'Iran que l'urée qui sert à faire les engrais, la nourriture pour le bétail, des produits pharmaceutiques, des produits aussi des médicaments et autres, c'est l'Iran, c'est le 4e producteur, et qu'en étant en guerre, l'urée devient rare, ce qui est rare est cher, donc les prix s'envolent, donc l'alimentation pour le bétail, les engrais, ça va forcément coûter plus cher. Donc derrière, tout ça fait varier la... On a vu la récente augmentation du prix du carburant. La chaîne de production. Là, maintenant, on vient rajouter du carburant. Là, le carburant, vous touchez monsieur et madame tout le monde. Vous touchez les entreprises. Et derrière, la chaîne de valeur. Et donc, on doit se battre pour le pouvoir d'achat. On doit se battre contre la vie chère. On doit se battre pour que le gouvernement français comprenne que la Réunion, c'est la France, mais pas en un pour un, et qu'on a nos spécificités.
J'en veux pour preuve l'électrique. La France hexagonale a dit je vais taxer les voitures thermiques et les voitures hybrides pour obliger les concitoyens à rouler en électrique. Et en un pour un, les gars, dans les DROM, vous allez faire exactement le même plan. Ouais, bon Sauf que nous, nous, on n'a pas de nucléaire. Déjà, la production, vous connaissez énergétique de la Réunion, il y a un peu d'éolien, il y a un peu de pellet de bois, il y a un peu de solaire, ainsi de suite, ce qui fait qu'on est à 98% sur des énergies renouvelables, mais derrière, on n'est pas sur du nucléaire. Donc derrière, risque de la production énergétique. Après, ça va être la mise sur le marché de ces véhicules-là, en disant quelles sont les mesures incitatives pour que l'électrique puisse prendre son envol. Comment, à l'instar des pays nordiques, on peut inciter les Réunionnaises et Réunionnais à rouler à l'électrique. Là-bas, ils ont autorisé les voitures électriques à utiliser les voies de bus. Ils ont mis du stationnement gratuit. Ils ont aidé les entreprises avec des aides. Et les bandes de charge, ils sont bien équipées? Ouais, les bornes de charge, elles sont très bien équipées. Ce que nous, on n'a pas aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. Donc, on a eu un retard à l'allumage. Le troisième point, c'est le recyclage des batteries au lithium, où l'éco-organisme, avec les éco-contributions, ont, on va dire, une idée du national, mais sans connaître nos difficultés, nous, à La Réunion, parce que faire partir du lithium sur des compagnies maritimes classiques, avec nos coûts de sécurité, parce qu'elles ont peur que derrière ça me fasse un incendie sur le bateau, c'est très cher. Ouais. Ce qui fait que la rentabilité du modèle économique pour notre territoire n'est pas bonne du tout. Et donc, on vient prendre un pour un une idée de l'Hexagone, l'implémenter à La Réunion. Sans l'adapter. Sans l'adapter. Mais ça, on revient à dire, alors ça peut paraître bizarre, mais si je vous donne l'exemple. En hiver, dans les régions montagneuses de la France hexagonale, les pneus neige sont obligatoires. Si je suis cette logique-là, je vais imposer des pneus neige à La Réunion, puisque ça marche dans l'Hexagone. Tout le monde va dire, mais vous êtes débile, ça sert à rien. Et bien sûr que ça sert à rien, parce que on n'a pas de neige à La Réunion. Et ça montre quoi? Ça montre que si tu ne viens pas t'adapter au territoire, eh ben ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu à la croisée des chemins, où entre le prix du pétrole, le coût des voitures, parce qu'on vient mettre forcément un octroi de mer, on vient mettre un malus écologique. On vient sur toute une profession que sont les gérants de stations-service qui eux aussi portent de l'emploi, puisque je vous rappelle qu'à La Réunion, c'est un des rares territoires où on a des pompistes qui viennent nous mettre le carburant. Donc ça, ce sont des emplois. Donc si demain on était amené à passer en 100% électrique, que vont devenir ces emplois? On n'a jamais eu autant de stations-service à La Réunion. Et pourquoi on a autant de stations-service alors qu'on veut aller vers l'électrique? Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Notre rôle à nous est d'attirer l'attention de la collectivité, des pouvoirs publics, pour dire attention, il y a un non-sens, c'est pas impossible. Mais il faut mettre en place un moratoire. Il faut continuer à alimenter le thermique parce qu'on n'est pas prêt. Il faut nous laisser le temps et laisser le temps aux parties prenantes d'installer la production énergétique, les bornes de recharge pour que les logements collectifs et logements sociaux puissent avoir accès aussi aux véhicules électriques. Et enfin, pouvoir mettre en place l'usine et le traitement. Alors, dans un premier temps, la réexportation des déchets liés au lithium. Et dans un deuxième temps, le Graal serait de pouvoir valoriser le lithium sur le territoire pour pouvoir créer de l'emploi, de la richesse et permettre cette économie circulaire qui, là, a un vrai sens en disant je réexploite ce qui est un déchet, j'en fais une matière première, secondaire et on est reparti pour un tour. Est-ce que, donc si je comprends bien là, c'est un peu du lobby auprès des représentants à faire de la part d'une administration, d'un représentant patronal. Oui. Est-ce que c'est le même son de cloche de tous les autres représentations patronales qui peuvent être MEDEF, CPME, ADIR, etc. Alors, qui en ce moment, je crois qu'ils sont en train de se regrouper sous un seul drapeau. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement de ces organisations patronales qui se consultent à travers quelque chose qui s'appelle le socle, et qui a pour but d'arriver avec à la fois potentiellement des propositions, mais aussi de pouvoir faire barrage à des lois ou à des réformes qui seraient totalement contre-productives pour le territoire. Quelque part du lobby. Oui, parce que derrière, l'État doit faire des économies.
En faisant des économies, on parle d'un sujet, la Lodéom. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais aujourd'hui, la Lodéom permet de maintenir de l'emploi avec des exonérations de charges pour les très petites entreprises. Okay. Renforcé. Alors, c'est moins de 11, après c'est moins de 250, plus de 250. Ça vient, c'est compliqué, mais ça vient aider l'entreprise à se développer. L'État doit faire des économies, je coupe ça. Si l'État est amené à couper la Lodéom, c'est une catastrophe pour le territoire, mais une catastrophe pour l'emploi, parce que les entreprises ne pourront plus garder le même nombre de collaborateurs, donc ça va faire une explosion du chômage, ou alors les salaires, si on doit maintenir le même nombre de personnes, ça veut dire que les charges vont augmenter, c'est-à-dire que les prix vont aussi augmenter, donc là, si on ne casse pas l'emploi, c'est une spirale inflationniste, donc c'est de prévenir l'État en disant attention, et ce qui est aujourd'hui dingue, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, quand je dois changer mon logiciel compta ou mon CRM, j'ai une version bêta. Ma version bêta va permettre de faire des tests avant le lancement officiel et le go live. Okay ? Sur les mesures étatiques, il n'y a aucune version bêta. Il n'y a pas d'étude d'impact, c'est au doigt mouillé, sauf que derrière, il y a la vie d'entrepreneur, la vie de salarié qui du jour au lendemain peut basculer. Parce que nouvelles règles, et c'est ce que demande aujourd'hui un chef d'entreprise, de la stabilité et de la lisibilité sur les projets de loi de finances, parce que derrière, on ne peut pas chaque année mettre un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche, faire machine avant, faire machine arrière. Les investissements aujourd'hui se font sur plusieurs années. Et pour pouvoir maintenir l'investissement, pour pouvoir créer de l'emploi, il faut rassurer aussi le chef d'entreprise. Parce que c'est lui qui produit la richesse avec ses collaborateurs. En produisant cette valeur et cette richesse, ça va générer de l'impôt. Cet impôt va être redistribué au niveau des collectivités qui vont permettre, elles, d'aider les plus nécessiteux et ainsi avoir ce modèle social qu'on connaît en France. Mais il y a un moment, il ne faut pas s'amuser à tout péter, à tout réinventer, parce que sinon on va avoir de gros problèmes. Excuse-moi, si jamais tu avais une petite baguette magique et qu'à la place de socle c'était toi et qu'on t'écouterait, une règle que tu demanderais à l'État de changer pour bénéficier à... Wingardium Philax. Un seul mot, la consommation. C'est en consommant qu'aujourd'hui, on va continuer non seulement à créer de l'emploi, à faire avancer le territoire, mais à mettre en place cette pompe économique. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui vient gripper la pompe économique. On vient augmenter l'impôt, les consommateurs sont debout sur les freins. Vous savez que l'argent est là, puisque les Français dans leur globalité et les Réunionnais en particularité épargnent de plus en plus. Sauf que cet argent qui dort sur les comptes n'aide pas l'économie, n'aide pas les chefs d'entreprise. Et que pour que les gens se remettent de nouveau à consommer, il faut leur donner confiance. Ça va créer un cercle vertueux. À partir du moment où je consomme chez toi, Adrien, derrière tu consommes chez lui. S'il consomme chez lui, il reconsomme chez moi. Et on crée ce cercle vertueux. Aujourd'hui, on est tous debout sur les freins. Mais à tel point que les chefs d'entreprise n'investissent pas. En n'investissant pas, derrière, ils ne développent pas. S'ils ne développent pas, ça ne crée pas ni d'emploi, ni de richesse, ou beaucoup moins. Les projets immobiliers sont stoppés. Je le prends dans l'automobile. Dans le contexte dans lequel on est, est-ce que c'est le moment de construire une concession ? Donc, on reporte. Mais à force de reporter... tu souhaiterais construire une concession ? Mais bien sûr. On souhaiterait se développer, on souhaiterait prendre d'autres marques, on souhaiterait... C'est le propre aujourd'hui d'un groupe qui est aujourd'hui investi combien sur de salariés ? Combien de collaborateurs en plus si tu arrives au bout de tes projets ? On a commencé, pour vous donner un ordre d'idée, en 2013, on était 69 collaborateurs, rien que pour BMW et Mini. En 2026, on est 100 collaborateurs. Donc on voit la progression. Et si jamais tu montes, si tu avais l'opportunité de monter les concessions supplémentaires ou les marques que tu souhaites, jusqu'où tu peux embaucher ? Mais c'est des dizaines et des dizaines d'emplois supplémentaires parce qu'il faut des mécaniciens. On peut dire 200 ? Non, alors au cumulé, non, mais c'est à minima au moins 150 total, donc 50 emplois de plus. Mais ça veut dire une progression de 50%. Ouais, c'est 50% d'emplois supplémentaires rien que pour une entreprise. D'où le mot consommation. D'où le mot consommation. Et ça veut dire que, prenez le cas de la concession de Saint-Denis, pour bien comprendre. Quand le groupe est venu investir à La Réunion, on a commencé rue Léopold-Rambaud, dans l'ancienne concession Ford, c'était tout moche, tout vieillot et absolument pas au standard de la marque.
Le groupe a investi 10 millions d'euros dans la concession qui est maintenant route de la Rivière des Pluies, à côté de l'aéroport. Mais en investissant cet argent, on a fait travailler des entreprises réunionnaises. On a voulu en plus pas faire travailler des majors volontairement, mais faire travailler des électriciens, des artisans, des plombiers, du gros œuvre, du second œuvre en local, pour que l'argent reste là, parce que nous on les paye, eux ils vont consommer. Alors certains se sont achetés des voitures, d'autres ont voyagé, d'autres se sont fait plaisir, et on crée ce cercle vertueux. De la consommation locale aussi. Voilà, bien sûr, évidemment. Donc là, on est debout sur les freins, et ça engendre une baisse des recettes. Donc qui dit baisse des recettes dit augmentation de l'impôt, baisse de la consommation, et on est dans ce cercle vicieux qui nous entraîne tous vers le bas, alors qu'on aurait besoin aujourd'hui de relancer cette pompe économique avec des allègements en termes de taxes pour pouvoir permettre aux gens de se faire plaisir et de profiter. J'ai une question épineuse, Adrien, avant de faire une petite anecdote. Ou anecdote avant et épineuse après. Non, mais j'aime bien, vas-y, au revoir. Chaud. Ouais. Utilise une carte, Philax, s'il te plaît. Ah bon? Oui. De la même manière où je t'ai posé la question, est-ce qu'après 20 ans on est réunionnais? Ça fait quoi d'être à La Réunion, mais aux commandes d'un groupe mauricien? Avec des capitaux mauriciens. On peut dire que c'est un groupe réunionnais pour les partis qui sont à La Réunion. Ouais. Est-ce que ça fait du préjudice? Est-ce qu'on te le reproche? Est-ce qu'on peut dire que c'est du racisme professionnel? Il y a du sujet. Est-ce que tu aurais voulu ne pas en être? Et je pose la question qui me démange. Qu'est-ce que La Réunion a plus que Maurice? Ou qu'est-ce que Maurice a plus que La Réunion? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La première question, déjà, c'est... tu ne me laisses pas le temps de parler, donc j'en vois aussi. Non, j'en vois. Mais comme ça, vu la complexité, je te préfère t'arrêter tout de suite. Non, parce que c'est des vrais sujets et c'est des vraies bonnes questions. Est-ce que tu souhaites utiliser... Non. Non. Aucune carte. C'est une grande fierté de travailler pour le groupe Lille, de manière très claire. J'ai la chance d'avoir un PDG qui déjà croit en moi, croit en nous, croit au territoire, a investi beaucoup d'argent et laisse le temps pour un retour sur investissement. Et ça, c'est quelque chose qui réellement n'a pas de prix. Il est humain. Donc derrière, ça donne aussi envie de se surpasser pour quelqu'un. Non, tu dis ça, mais ça donne envie de se surpasser. Je suis obligé d'un peu de contredire. Non, mais t'es dans ton rôle. Mais je te le dis aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la Gen Z, mais même moi, quand tu trouves quelqu'un qui t'inspire, t'as envie de te surpasser pour la personne et pour le groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça nous est reproché? Oui, tout le temps. Parce que c'est la carte que sortent toutes les personnes qui tentent de porter atteinte à la réussite en disant oui mais c'est un Mauricien, oui mais il est ceci, oui il est cela. La réalité c'est que quand les groupes mauriciens viennent investir à La Réunion, il y a deux raisons. La première c'est que les groupes réunionnais ou les entreprises réunionnaises qui sont à vendre ne trouvent pas forcément acheteurs sur le territoire. Et qu'il faut bien se tourner soit vers un investisseur mauricien, malgache, métropolitain, pour pouvoir quelque part continuer l'aventure. Porter le flambeau. Nos collaborateurs aujourd'hui sont 100% français. Quand je dis français, je fais exprès parce que j'oppose Maurice à la France. Je suis désolé, je suis obligé de te couper. Oui. Tu as dit malgache, mauricien, africain. Oui. On parle pas de guadeloupéen? Si. Okay. Antillais, voire même métropolitain. Okay. Ah non, aujourd'hui, c'est vrai. Je suis resté dans le bassin entre guillemets de l'océan Indien, mais les groupes métropolitains viennent à La Réunion. Les groupes antillais, je pense qu'ils sont déjà bien implantés à La Réunion. Mais tout ça pour te dire que si on laisse ces opportunités-là, ils ont raison de les saisir parce qu'ils ont cette volonté aujourd'hui d'aller à l'international et de développer leur business. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont cette ouverture et ils ont cette cohésion peut-être qui nous manque à La Réunion où ils savent être solidaires entre eux. Alors ils se font la guerre sur leur territoire, mais ils ont cette faculté d'aller se projeter ensemble pour pouvoir reprendre des entreprises et s'associer parce que c'est aussi parfois beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de risques dans ces périodes-là. Maintenant, ce qu'a la France, et ce qu'a La Réunion, c'est un cadre légal qui pour certains est une tannée, avec un code
code civil, code pénal, droit des sociétés, droit fiscal, ça vous rend dingue. Par contre, quand vous êtes investisseur étranger, ça vous sécurise. Ouais. Ça vous sécurise en disant mon argent est en sécurité et il va rien se passer. Le cadre est bien défini. Le cadre est bien défini. Et ça, ce que tu veux dire par là, c'est par exemple Maurice ou Madar, il y a une loi qui passe, ton business il peut être mort. Alors c'est dans l'extrême, oui, mais ça veut dire que est-ce que cette faculté est aussi, et cette réciprocité est aussi grande? Je pense qu'on aurait vraiment à travailler ensemble. Et là, c'est un niveau diplomatique. Hein. On passe à un échelon qui est plus au niveau des organisations patronales, mais à un niveau diplomatique en disant il faut que la réciprocité s'applique, il faut que les investissements français, réunionnais soient aussi protégés parce que on est quand même dans un futur très avancé. On a mis des règles parfois et des normes en tant que chef d'entreprise qui sont parfois juste hallucinantes et qui sont contre-productives au quotidien en disant mais c'est quoi cette année, c'est quoi ces normes, on n'y arrivera jamais, on est les champions du monde pour se compliquer la vie. Mais à côté de ça, les investisseurs étrangers voient ça aussi comme une sécurité. Et donc ça crée parfois ce côté de dire oh ouais, moi j'ai pas envie d'aller à l'étranger, c'est trop risqué, c'est trop ceci, trop eux se posent moins de questions. Parce qu'ils sont vraiment sécurisés à La Réunion. Je pense que c'est la cause numéro 1. C'est la cause. En tout cas, ils ont envie de se développer. Ils ont une économie qui est aussi parfois malmenée et ils ont besoin de trouver d'autres leviers de croissance. Et ça passe par l'international à leur niveau. C'est comme nous, parfois, sur notre marché, on est parfois à l'étroit et on aurait besoin de se projeter. Et c'est pour ça que actuellement, il y a le CIO Summit à Madagascar pour attirer de nouveaux investisseurs. Il y a eu l'année dernière des événements à Maurice pour aussi attirer les investisseurs. Les Mauriciens, aujourd'hui, sont prêts à accueillir les investisseurs réunionnais. Le sujet actuel brûlant pour moi que je vois, c'est le Coca-Cola et IBL. Oui. En fait, c'est quand même une grosse institution et les mecs reçoivent un courrier de résiliation, quoi. Ouais, mais alors le courrier de résiliation en soi, c'est un partenariat entre une marque internationale comme Coca-Cola et son distributeur local qui était Brasserie de Bourbon. Bon, après ce dossier-là, je crois qu'il y avait le partenariat daté de plus de 65 ans. Vous imaginez bien qu'on n'arrête pas un partenariat du jour au lendemain sans qu'il y ait eu avant des explications, des rappels à l'ordre, des souhaits d'évolution, d'investissement. Parce que pour la marque internationale, c'est quand même pas facile non plus d'arrêter une collaboration d'après tant d'années. Mais on en revient au début de l'émission en disant on se barre pas avec un panneau et un truc sous le bras en disant tiens finalement c'est plus toi qui vas me distribuer, c'est quelqu'un d'autre. Donc à partir de ce moment-là, il faut un repreneur. Ce repreneur, c'est IBL, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où sont les emplois ? Les emplois sont des emplois réunionnais. Et c'est ça qui est important, c'est que tous ceux qui viennent aujourd'hui, de manière très claire, investir à La Réunion, on est sûr qu'il n'y a aucune ingérence politique ou économique et qu'ils viennent créer de l'emploi, on doit leur dérouler le tapis rouge en disant merci de venir investir chez nous en ce moment compliqué en France dans la globalité et pas à La Réunion, en France dans la globalité, parce que ça va nous aider à maintenir l'emploi, ça va nous aider à avoir cette contribution au développement économique, à la contribution à l'impôt qui va permettre à ce territoire d'avancer. Et c'est pas en essayant de faire une sorte de protectionnisme et de nous protéger de tous les groupes qu'on va arriver à développer notre territoire. Il est évident qu'il y a des fleurons à La Réunion qu'on doit être amené à protéger parce que c'est notre histoire et qu'il ne faut pas aujourd'hui traiter ça de manière trop légère. Tu parles notamment des spiritueux peut-être Ouais, le rhum, la bagasse, le rhum, la canne. Tout ça sont des choses qui font partie du patrimoine réunionnais et qu'il faut protéger. Mais il y a d'autres entreprises aussi de renom. On l'a vu au national avec le patriotisme économique pour empêcher la délocalisation de certaines entreprises, pour protéger des brevets. Il faut avoir ce patriotisme. On l'a vu sur Aerostral aussi un peu. Sur Aerostral. Et là, vous voyez, il y a ce patriotisme, mais il y a aussi une réalité économique qui les rattrape avec le prix du kérosène qui a énormément progressé. Pour l'instant, ils sont encore protégés, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand. Tout ça, ça peut venir fragiliser. Donc, il faut une protection. Il ne faut pas craindre l'investisseur. C'est aussi la concurrence. C'est quelque chose qui, au quotidien, pour un chef d'entreprise, est quelque chose de sain. Ça évite d'être sur une vision très arrêtée. On a toujours fait comme ça, il ne faut pas changer. Et que derrière, ça nous oblige à nous réinventer, ça nous oblige à trouver des solutions, ça nous oblige à faire différemment pour pouvoir atteindre ces objectifs. Se challenger et sortir de la zone de confort. Exactement. Ouais.
Bravo, bien répondu. Je vais pas. Thèse, antithèse, synthèse, ouais. Est-ce Ouais, qu'il y a une suite où tu te vois en dehors du secteur privé ou tu t'imagines plus loin Sénateur Non, Bah, non, j'allais te demander ma question, c'est quoi la suite pour toi? je vois beaucoup d'émissions, tu sais, je citerai le quotidien, pas de notre journal, mais l'émission Yann Barthès. de Yann Barthès, où il s'amuse à mettre en parallèle ce que disent les gens versus ce que font les gens. Ouais. Et je voudrais pas mettre en parallèle des choses aujourd'hui en disant non, je ne ferai pas ci, non, je ne ferai pas ça. Honnêtement, j'en sais strictement rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. De dire demain, je veux pas, j'aimerais faire ou pas faire de la politique, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Je ne roulerai pas en Mercedes-Benz. Voilà, le but est de dire je profite de l'instant présent, je m'éclate et plus si affinité parce que derrière c'est aussi des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et encore une fois, j'ai aussi un patron et qui a besoin de moi aussi sur quelque part le taf au quotidien pour faire avancer l'entreprise. Ouais. Même si d'ailleurs, on va pas se mentir, ce que je fais aussi dans ma mission de président du syndicat de l'importation, protège nos métiers, notre activité, et que parfait, je ne ferai jamais rien qui puisse aller contre les intérêts de l'entreprise et bien la protection d'un collectif. J'ai encore deux questions. T'as encore 2 questions? Vas-y, parce que j'allais entamer la transition vers la partie transmission, qui sera le dernier chapitre de notre podcast. Si vous êtes avec nous, vous êtes sur Phase B, merci encore. Goulam? Phase B, plutôt des anecdotes, et puis on va rigoler un peu. Ah oui, bien sûr. J'ai eu le vent que tu ne roulerais pas qu'en BMW. Ah bon? Est-ce que cela est-il vrai? Philax fait les cartes, si jamais. Non, c'est un grand malin parce que il te prête ses voitures et après il te prend des photos et il te fait chanter. À dire alors, c'est à qui ça? Alors, c'est quoi ça? J'ai le gros avantage d'avoir plein de voitures à ma disposition avec toutes nos voitures d'occasion. Donc tu trompes l'ennemi, ça à toi, c'est pas à toi. L'art de la guerre. C'est l'art de la guerre en disant. Donc j'ai envie de dire, je fais quoi là? Allez, River, c'est toi, tu fais quoi toi? Moi, je roule en BMW. Ah bah voilà. T'es un mec bien, mec. Voilà. Deuxième anecdote ou demande, un peu loufoque. Pourquoi à La Réunion, on n'a pas les marques intéressantes qui sont Je peux les citer. Pourquoi on n'a pas Ikea, Starbucks, H&M, Zara, Primark ou encore des sites comme Temu, entre autres? Alors ça, c'est une bonne question. Alors on a une problématique de taille déjà. On est sur un territoire qui est à la fois grand et petit. Donc on s'imagine tout de suite qu'on pourrait avoir des grosses enseignes comme Ikea. Malheureusement, il y a un seuil de population. 1 million, non, c'est ça? Alors je crois que c'est même encore plus haut que ça. Et un seuil de taille de magasin à respecter. Qui ferait que c'est avec les problématiques de foncier qu'on peut avoir chez nous, le cahier des charges qui est demandé avec ce qu'on est capable de mettre en face, plus l'investissement fait que c'est leur propre cahier des charges à eux qui est très comment on appelle ça, très complexe, très cadré, et qui empêche aujourd'hui d'avoir un business model qui soit rentable. Donc à partir de et ça c'est les joies du privé. Le privé a très peu de subventions et autres, donc si ce business doit s'autoporter, c'est très compliqué. Donc pour Starbucks et les autres, j'en sais pas grand chose, mais au moins pour Ikea, voilà. Au moins pour Ikea, c'est une des raisons. Et les marques chinoises là qui déboulent sur le marché, on entend Zeekr, on entend automobile, Denza, on entend qu'est-ce que j'ai oublié encore, la marque de téléphone, Xpeng, Xiaomi, toutes ces marques-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des game changers. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils changent la donne. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça a encore une fois le mérite de faire bouger les choses. Ça met très mal les constructeurs européens parce que derrière, que quelque part ça te met à la c'est quoi l'expression? À l'amende. À l'amende. Ouais. Oui, ça nous met à l'amende parce qu'aujourd'hui, on a des prix de véhicules qui sont totalement, on va dire, décorrélés du marché chinois. Parce que des fois, tu payes plus de taxes que de voitures sur certains. Alors, le prix de la voiture, ça peut être, je sais pas, 10 000. Et apparemment, des fois, il y aurait 4 000 de taxes et la voiture, elle coûte 6 000, quoi. Ouais, alors sur les voitures, ça, c'est vraiment les très très petites voitures. Mais sur la
Il y a des modèles qui ont dû être arrêtés. Donc là, on revient sur la partie malus écologique. Il y avait un reportage sur Automoto il y a 2 mois de ça, où il présentait la petite Yaris GR, une petite bombinette pour faire un peu de rallye. C'est l'antichambre de la version rallye pour pouvoir avoir le droit d'homologuer en WRC ce genre de véhicule. La voiture vaut en France hexagonale 60 000 € et il y a 80 000 € de malus. Donc vous additionnez les deux, il y a non-lieu. C'est un non-sens total, ça tue le business et on ne peut pas dire que Toyota soit une marque européenne malgré le fait qu'elle produise sur le sol français. Maintenant, quand on voit les marques chinoises, elles ont des avantages aujourd'hui qui sont criants parce qu'il y a un gros lobbying de la part du gouvernement du chinois pour pénétrer le marché européen. Vous savez que c'est très compliqué aussi avec les États-Unis, donc il faut bien écouler ses productions. Ils ont un tarif qui est hyper attractif, un niveau de finition qui est de très bonne qualité. Ils maîtrisent le gisement des batteries. Donc derrière, ils arrivent à avoir quelque part... Est-ce que si tu pouvais switcher de BMW à une marque chinoise, tu le ferais? Switcher, non, compléter avec une marque chinoise, oui. Switcher BMW. Quand j'ai dit mise à l'amende, par exemple, tu sais, les Européens étaient très sur la motorisation. C'est des experts du moteur thermique. On connaît Porsche, on connaît BMW, Mercedes, Audi qui sont de très bons. Non, pas Audi. Qui sont de très bons motoristes. Et des vrais. Il y a une vraie expertise là-dessus qui aujourd'hui n'a perdu sa valeur. Soit par le malus, soit par la baisse. Soit on ajoute des turbos, on enlève des chevaux, on trouve des solutions pour que ça coûte moins cher. Du coup, l'intérêt du moteur se part. Tout le monde va aller à l'électrique parce que la technologie fait que la voiture elle roule tout seul, elle a les sièges massants, elle rentre sous l'eau, c'est des trucs de malade partout là, les Chinois. Donc tu switcherais pas, tu compléterais. Et tu penses qu'à un moment donné, ces véhicules thermiques ou ce vintage moteur de l'Europe disparaîtrait? L'avantage aujourd'hui qu'ont les constructeurs européens, c'est qu'ils ont une vraie histoire. Ils ont une histoire sportive, ils ont une histoire familiale avec les consommateurs, les conducteurs, et ça leur rappelle leur enfance, ça leur rappelle leurs parents, ça leur rappelle leurs grands-parents, ça leur rappelle des choses on joue sur l'affect. Et ça, c'est une vraie force. Pour ceux qui ont suivi la Formule 1, pour ceux qui ont suivi les rallyes, tu en as parlé, la compétence de nos ingénieurs est juste extraordinaire. L'Europe a voulu ouvrir l'électrique avec les Chinois et avec tous les enjeux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont imbattables. Donc, compléter son offre avec ces produits-là, c'est pertinent. Garder ce savoir-faire européen, c'est de dire aussi, on va répondre peut-être à une notion plus premium des clients et peut-être avoir moins de voitures au niveau des constructeurs, mais de plus haut de gamme avec un accent mis sur, encore une fois, les moteurs thermiques, sur les intérieurs, sur les innovations technologiques. Il ne faut pas oublier que les Européens ont quand même été très forts sur la création de tout ce qui est entertainment. Il y a des alliances aujourd'hui avec les Chinois. Les Chinois fournissent les batteries. Les Européens fournissent les logiciels d'entertainment derrière pour pouvoir permettre de faire cohabiter ces technologies. Les marques chinoises, pour se donner du poids et de l'histoire, prennent des égéries. J'ai vu Daniel Craig qui va représenter une bagnole chinoise. Denza. Et là, il y a la dernière Honda. Les gars représentaient Range Rover, s'il te plaît, tu vois. Il y a un pivot. Mais pour donner justement du poids à la marque et communiquer sereinement. Geco a présenté sa dernière égérie avec Jean Reno, qui est qui est Jean est revenu. Jean Reno, Léon. À la fin, il remet ses petites lunettes, on dirait Léon. Ah oui. Et voilà, on est. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de cultiver cet ancrage. Une marque veut travailler cet ancrage territorial, cette culture pour que le consommateur s'identifie à travers l'égérie à ce type de produit. Goulam, est-ce que tu aimerais challenger Philax sur un thème? Et je vous donne quelques suggestions. Alcool, automobile, mobilité, bouchons, trafic, sucre, différents sujets sociaux où je pense directement ou indirectement, c'est des éléments qui remontent souvent, soit via les médias, soit via le public, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as envie de challenger notre invité? J'ai envie de dire pourquoi pas lui. C'est-à-dire? C'est à lui de me challenger. Ah. On va voir si c'est moi poser les bonnes questions. Alors, pas que lui qui est chef d'entreprise. On est prêt, on le met tout de suite en dans la tension. sauce. Moi j'ai encore 3 cartes pour info. Alors,
Cut. Monsieur Jaffar, Choix impossible. au moment où on parle nutrition, malbouffe sur le territoire, c'est quoi aujourd'hui votre vision de votre business vis-à-vis des consommateurs réunionnais et réunionnaises? Comment vous le gérez quand on vient à chaque fois tirer à boulet rouge sur ce type d'activité qu'est le fast-food? Comment vous le gérez? J'ai un confrère à moi qui a répondu un jour à cette question en disant mais si je mange du curry tous les jours, c'est pareil que manger un bibi. Ouais. Alors je répondrai pas comme lui. Mmh. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de souveraineté alimentaire. On doit tout produire ici, on doit cultiver ici, on doit faire ça. C'est pas possible. On ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire. Tu es le président du CICR, tu peux me le confirmer. On ne peut pas produire la raclette à La Réunion. On ne peut pas produire certains champignons. On peut pas produire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Du coup, l'importation est obligatoire. Du coup, la diversité et la diversification des enseignes sont obligatoires. Maintenant, là-dedans, il faut qu'on arrive à amener une hybridation de la consommation plutôt que de dire stop, on ne fait pas. Trop sucré, trop gras, on le connaît. Trop salé, on le connaît. Maintenant, nous, en tant que dirigeants, on doit adapter, se battre contre les marques qui demandent à ce que ces produits soient vendus. On dit non, nous, on ne veut pas, on va s'adapter comme ça. On va plutôt travailler avec une marque locale. On va essayer de diminuer un peu. Si je vends un Red Bull importé ou un Côte Citron, le taux de sucre, il est quasiment le même. C'est pas parce que je vais prioriser une marque locale que le gars va consommer moins sucré. Mais on peut déjà commencer à consommer local, puis essayer de dire au gars local, bon, Côte Zéro, c'est pour quand ? Il y en a déjà, est-ce que tu fais pas prioriser un prix d'achat attractif sur de l'eau, essayer de diminuer un petit peu les produits gras, trouver des... Nous, notamment, on le fait sur notre partie RSE, c'est quand on choisit nos produits et nos fournisseurs, on leur demande un certain nombre de critères. Je donne un exemple tout bête. Tous les fournisseurs sur les sauces qu'on a, on demande qu'ils fassent de la... Ça s'appelle comment? De l'élevage en plein air. Ah, ok. C'est un début, on commence par ça. Comme ça, on commence à mieux manger. Ouais. Ensuite, on verra les prix, ensuite, on verra le trop gras ou le trop sucré. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Le prix du bœuf qui s'envole à cause de tout ce qui se passe dans le monde, l'année prochaine, on va le sentir passer. Et les fabricants aujourd'hui vont vers de l'hybridation. On a vu que le steak haché totalement à la soja ou champignons, ça ne fonctionne pas. Les gars vont mettre 50% de viande et 50% d'autres choses, de produits végétaux. On va vers ça. Et forcément, de ce qui va en découler, c'est que le consommateur va mieux manger. Donc l'avenir de la restauration rapide, elle est compliquée, mais ce modèle ne disparaîtra pas pour le moment. La Gen Z, Gen A et Millennial qui composent 51% des consommateurs de fast-food, ils sont là, 51% des consommateurs, il faut les nourrir. Et c'est à nous de mieux calculer notre façon de les nourrir. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses? Vous avez la posture. Messieurs, il va nous rester 5 petites minutes. Oui. J'aimerais vous poser à tous les deux une question. Vous voyez cette chaise là-bas? Vous imaginez, ici même, vous imaginez qu'il y a un dirigeant qui potentiellement va s'asseoir à cette place demain. S'il doit prendre votre place, ne serait-ce qu'une journée. D'accord. Quel conseil vous lui donneriez? Si quelqu'un un conseil pour gérer, pour diriger, pour choisir, arbitrer. Si vous prenez un peu de recul sur une de vos journées, vous dites à quelqu'un, bah tiens, pour une journée, regarde ce que je fais. Quel conseil vous pourriez lui donner? Alors là, j'imagine, ce serait pas forcément, est-ce que j'ai le droit de réadapter les règles ou pas? Ce serait pas forcément un conseil, ce serait une demande. Une demande. Là, je visualise bien la personne, tu vois. Il est blond, grand, cravate rouge, veste bleue, chemise blanche. Ah! Shut the fuck up! Un peu orange. Un peu orange. Et je lui dirais, listen to me. Carefully. S'il te plaît. Very carefully. Excusez-moi. Mais est-ce que tu vas nous faire chier encore longtemps avec tes conneries? Parce qu'au quotidien, ça commence à être lourd. Ah non, franchement, c'est...
On n'en peut plus de On subit de tout ces- ça, Ah ouais, direct je veux et dire, indirectement. c'est-à-dire on a besoin aujourd'hui, Ouais. encore une fois, De sérénité. de sérénité, de stabilité, de de visibilité pour pouvoir bosser correctement. Et vraiment, si j'avais mon ami Trump en face de moi, alors je sais pas s'il viendra sur phase B, mais la réalité, c'est que lui, je le nous vois le bien souhaite. en disant Ouais. le jour où il sera là, je dis oh, putain les gars, vous avez fait fort quand même. Ah ouais. Mais voilà un peu la pensée que j'ai là tout de suite à l'instantané. Tu penses qu'il doit réfléchir comme toi, c'est-à-dire pas réfléchir, agir. Et puis après, il fait le rétexte. Alors, lui, je pense qu'il a beaucoup de conseillers. Alors, j'ai écouté sa conférence de presse. J'ai jamais vu des lèche-boules pareils. Et passez-moi le mot parce que c'est Complicado. vraiment. Ah non, mais c'était un truc de dingue. Entre le patron de la CIA, le chef des armées, et, Son gendre. à lui dire ah c'était formidable, merci Monsieur le Président de nous avoir permis de faire ça. Enfin, il y a un moment, ça devient C'est un tellement film, ridicule ouais. Ouais. que ça jette un discrédit encore une fois sur la fonction, sur le rôle, sur le job. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'encore une fois, il y en a qui bossent très très dur pour essayer de maintenir une paix et un équilibre dans ce monde. Et que ce qu'il est en train de faire Fragile, là, c'est ouais. s'affranchir du droit international, Ouais. sortir des inepties les plus grosses les unes que les autres. Il y a un moment, c'est encore une fois, ça peut faire marrer. Mais économiquement parlant et d'un point de vue impact mondial, jouer avec les marchés, vu comme ils jouent, c'est un délit d'initié caractérisé. C'est clair. Aujourd'hui, c'est juste impossible que le monde continue comme ça. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer après l'Iran ? Là, on a eu le Venezuela, il y a l'Iran, il a voulu faire le Ouais, c'est un droit à la calendrier là. Ouais, non, ouais. mais c'est pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous réserve encore comme nouvelle surprise ? Donc Je voilà. me demande qui est son CM pour les tweets. Ouais. Parce que c'est Mais il a son propre réseau social. donc. C'est, voilà. Goulam, tu vois quel qui, serait ton toi mot de la fin? Ouais, qu'est-ce que tu. Waouh! River. Rivers. Intéressant. Cher Philippe, cher Philax. Et je me retourne vers l'invité. Qui tu verrais alors pas prendre ta place, mais tu passes le flambeau pour le prochain épisode à qui? Qui tu aimerais? Ah, Mhm. c'est pas si facile que C'est ça pas d'être évident, avec hein. vous. Hein. Local à La Réunion. Hein. Local à la Réunion. En tout cas, quelqu'un qui. À part le mec qui est avec la cravate rouge. hein. Ouais. Ouais, quelqu'un bien sûr. Non, mais à la Réunion. Mm. En fait, si tu veux, Adrien, j'ai fait le reverse parce que je voulais reposer une question à Philax sur qui il voit là-bas. D'accord. Mm. Et après, on va lui poser la dernière question si tu veux. Mm. On a encore une minute. Une Allez. minute Philax, pour conclure. à toi de décider qui est assis là Ouais. et qu'est-ce que tu aurais besoin de lui dire. Et c'est vrai qu'il a déjà changé les règles du jeu parce qu'il a parlé de Trump. Non, là, c'est pas si facile, mais allez. T'as pas besoin de nous dire c'est qui. Bah si, quand même, pour que vous sachiez, parce que. En fait, si c'est subtil et quand tu le dis, on le reconnaît, c'est génial. Bon, là, on reconnaît. Allez, c'est N'allez une- pas au MEDEF de Mayotte. c'est une femme qui fait la réunion et qui, je pense, gagnerait à nous expliquer un peu sa stratégie et sa vision réelle des choses, en particulier sur les investissements étrangers, sur l'importation, sur sa défense de la production locale et sur Sur les poissons des investissements patriotiques. Non. Et je pense que si vous arriviez à avoir la présidente Bello ici, Président de région. on aurait plein de choses à apprendre parce qu'il y a quand même un vrai parcours. Après, on n'est pas souvent d'accord tous les deux. Mais justement, je pense que c'est dans le débat et dans L'échange. l'échange qu'on arrive à Qui a été mon construire. institutrice C'est vrai ? quand j'étais jeune. Voilà, donc c'est quand même malgré tout une femme qui fait la réunion au quotidien, politiquement, qui est engagée. Encore une fois, avec ses qualités et ses défauts, au même titre que j'en ai. Mais je pense que serais ça serait- curieux de voir la phase B de Get Bello. Ouais, de parce Madame la Présidente. que je pense que entre ce qu'on voit à la télé et la posture Ouais. politique qu'elle doit avoir, Mm, et pour pouvoir après en off échanger avec elle, Mhm. il y a un côté matière. qui est quand même Ouais. qui est quand même très intéressant, et c'est souvent le cas des politiques où il y a ce qu'on veut que les gens voient, entendent de nous. Est-ce que d'ailleurs au fond on peut réellement être Mhm. amené à penser, à dire et à croire. L'invitation est lancée. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, abonnez-vous pour prochainement, j'espère, avoir un épisode haut en couleur.
Moi, je voulais sincèrement vous remercier, messieurs, pour la qualité de cet échange, votre transparence, votre ouverture. C'est important, c'est intéressant, on va le diffuser ça, mais qu'on ait votre ressenti. Vous faites un métier qui n'est pas facile, qui est regardé et pied tous les jours au quotidien, donc bravo et force à vous parce que être entrepreneur, c'est pas évident. Maintenant être patron, j'imagine avec tous les poids et les responsabilités. Courage à vous et je vous souhaite une bonne continuation et potentiellement la suite de cet échange. J'ai encore plein de questions. Merci à toi, Adrien. On n'a pas eu l'occasion de tout faire, mais on va prendre le temps. Donc on va prendre le temps. Faire un petit coucou à Laurent qui est derrière la caméra. Et on salue Laurent qui est là à la prod. Merci à vous. Merci. Abonnez-vous, messieurs. À très vite. Adrien, Salut, merci Pilac. Goulam. Pour un merci nouvel Laurent, épisode et puis, de à la Phase B. prochaine. Ciao. Bye. La face B, la face B. It's the B-Style.